Sie hören Nationalpark Radio, das Original aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Notre émission d'aujourd'hui, je voudrais la commencer par une citation du philosophe hispano-américain George Santayana. Il a dit dans son œuvre The Life of Reason, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à le répéter. Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous voyons de nouveau des conflits et des agressions-guerres éclater un peu partout. Que ce soit dans la guerre Ukraine-Russie ou dans le conflit Israël-Palestine. En Europe et en Amérique, on recommence à s'armer pour devenir apte à la guerre. Dans le sens de la citation mentionnée, cela donne beaucoup à réfléchir. La banalité du mal, comme Hannah Arendt l'a appelé en 1963, décrit la normalité et le quotidien effrayant avec lesquels des crimes énormes sont commis lorsque les gens ne questionnent pas de manière critique et morale ce qu'ils font. Olivier Felipiole, juriste, ancien juge pénal, consultant en organisation et cinéaste, a abordé dans son documentaire Ces traces qui restent un sujet très personnel de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale qui a touché sa famille. Il a rassemblé des faits, des documents, des rapports, des indices, des conversations pour faire sortir de l'oubli et du brouillard du passé les traces du destin de son grand cousin Jacques. Un film sur la guerre pour la paix et un plaidoyer pour l'idée européenne. Aujourd'hui, avec nous, Olivier Felipiole, un documentariste français que nous avons rencontré grâce à sa demande de recherche au Cercle d'amitié franco-allemand de la ville jumelée d'Hermeskeil avec Saint-Fargeau. Pour son film, Ces traces qui restent, c'était le 1er mars 2015, c'est correct? Tout à fait. Donc il y a environ 9 ans. Déjà, oui. Depuis lors, une amitié s'est développée entre nous, Maria, moi et l'ancien membre du conseil d'administration, Eberhard Blind. Nous sommes donc très heureux que tu, Olivier, aies pu venir aujourd'hui au Radio Parc National pour pouvoir lui faire une interview, notamment sur son film. Olivier, bienvenue chez nous au micro. Merci de me recevoir. Merci Stéphane. Merci Maria. Je suis ravi d'être là. Merci Olivier de chez nous. Olivier, le plus simple serait que tu te présentes brièvement, que tu parles un peu de toi à nos auditeurs, ton métier et ton engagement pour le documentaire. Oui. Tout d'abord, merci de me recevoir et surtout de me recevoir en faisant une interview en français. Je sais que c'est une première pour vous aujourd'hui. D'abord, désolé pour les auditeurs, c'est que je ne parle pas allemand, puisque je n'ai pas été assez sérieux à l'école, et je m'en excuse auprès d'un professeur, s'il pouvait m'écouter, Monsieur Sautarel. J'étais un peu dissipé pendant les cours d'allemand, j'ai pas bien appris, et je le regrette aujourd'hui, parce que j'aurais préféré pouvoir vous répondre en allemand. Alors, donc Olivier, j'ai 51 ans, je suis originaire de l'Oise en France, c'est-à-dire au nord de Paris, où j'ai grandi, et notamment j'ai grandi dans un village qui s'appelle Choisy-au-Bac. Et Choisy-au-Bac, pour le situer, c'est
là où il y a la clairière de l'armistice, c'est-à-dire que les gens connaissent, là où il y avait le wagon où l'armistice a été signé en 18 et en 1940 aussi, où il y a l'acte de capitulation qui a été signé. Et il se trouve que ma famille mes arrière-grands-parents avaient un hôtel-restaurant qui se situait juste derrière cette clairière, derrière le wagon, qui s'appelait d'ailleurs l'hôtel-restaurant de l'armistice. Et donc j'ai grandi dans cette forêt, la forêt de Compiègne, la forêt de Choisy-au-Bac. Et ensuite, pour les études supérieures, je suis parti à Amiens, à l'université, où j'ai fait tout d'abord une faculté de droit. Voilà, et ensuite j'ai fait une faculté en ressources humaines, donc j'avais une double formation. De cette double formation, j'ai commencé à travailler dans la justice, voilà, à Amiens, où j'ai exercé des fonctions de juge au pénal pendant quelques années. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas exercer aussi le deuxième métier, et donc j'ai eu une entreprise de conseil en organisation du travail, où j'accompagnais des chefs d'entreprise, on va dire, sur l'organisation de leur société. Là, je travaillais à Amiens et j'avais aussi des bureaux à Marseille. J'ai travaillé sur toute la France, ça a duré quelques années. Et en 2014, j'ai eu une envie qui était celle d'apprendre à écrire des scénarios pour faire des films. Mais pas dans le but d'en faire mon métier. C'était dans le but d'un loisir, voilà, de me dire, tiens, j'écrivais depuis une vingtaine d'années, mais juste pour moi, je faisais lire à personne. Et avec audace, j'ai passé un concours à la Sorbonne, à Paris, et j'ai été pris. Et c'est une université, et donc une université nécessite d'aller en cours tous les jours. Donc il a fallu que je mette mon métier entre parenthèses pendant 1 an pour pouvoir suivre ces cours. Ce que j'ai fait, c'était un grand plaisir, puisque moi-même, j'enseignais à l'université à Amiens depuis 12 ans, et j'étais même au conseil scientifique de mon université. Et donc là, je me suis retrouvé étudiant. Ah oui. Donc à 43 ans, je me suis retrouvé avec des étudiants qui avaient 20 ans, 21 ans. Donc on se remet en cause. Et ça a été une année passionnante, puisque j'ai rencontré des grands réalisateurs pendant cette année-là. J'ai appris à écrire des scénarios, et j'ai écrit un scénario qui s'appelait, d'un court-métrage, qui était l'objet de mon mémoire, qui s'appelait L'air d'un oubli. Et c'est un jour un producteur que j'avais en cours qui me dit « Mais pourquoi tu le réalises pas ?» Et je lui dis « Mais parce que j'y connais rien. » Il me dit « Mais tu sais t'entourer ?» Je dis « Oui. » Et donc, je l'ai fait. Je me suis entouré, je suis allé chercher un chef opérateur. J'étais avec audace chercher des comédiens. J'ai eu 2 grands comédiens français, Marina Vladi et Jean-Claude Leray. J'ai fait ce premier film, et quand je suis sorti du tournage de ce premier film, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et on y viendra, je pense, tout à l'heure, à comment j'en suis arrivé. Au départ, je veux faire des films de fiction. Et comment j'en suis arrivé à faire un film documentaire. Je ne pensais pas un jour faire des films documentaires, et pourtant c'est arrivé. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle passion, c'est-à-dire que je ne me vois pas ne pas faire de films documentaires. Voilà en quelques mots un peu qui je suis, voilà, et où j'en suis aujourd'hui, et l'objet aussi de ma présence aujourd'hui pour parler du film Ces traces qui restent. Oui, merci Olivier. C'était une vie très intéressante jusqu'aujourd'hui, et je pense que ça va aller aussi en l'avenir. Pour ton film Ces traces qui restent, je voulais te dire des questions. Peux-tu expliquer à nous et à nos auditeurs pourquoi il était si important pour toi de réaliser de documentaires? Pour cela, écoutons et regardons d'abord un premier extrait de ton film. La disparition n'est pas vraiment la mort, même si la mort en est la conséquence la plus constante. Il s'agit d'un vol du corps, d'un vol de la mort, d'un enfoncement dans le vide chargé de frapper l'imagination des proches et des communautés visées.
Faire disparaître quelqu'un pour le torturer et le tuer ensuite, maintenir le secret sur ce qui est arrivé, est une façon d'affirmer une toute-puissance beaucoup plus efficace qu'un massacre direct au grand jour. Il y a des histoires de famille que l'on intègre, comme on nous les raconte, sans se poser de questions. Non mais attends, on n'arrête pas un enfant juste parce qu'il jouait à la guerre. Il y a autre chose. Je sors d'un déjeuner avec un ami. Je viens de lui parler de Jacques, le fils de ma grand-tante, arrêté par l'armée allemande parce qu'il jouait à la guerre en forêt. Jusqu'à ce jour, je ne m'étais jamais posé cette question, pourtant évidente. Pourquoi arrêter et déporter un enfant qui joue ? Je vais alors commencer à interroger ma famille, à chercher dans les archives internationales, à interroger des témoins, des historiens. Je vais chercher les traces. Je vais chercher à reconstituer un puzzle, celui du destin de Jacques. Et je vais découvrir une nouvelle histoire, celle de sa disparition, organisée, secrète, celle du terrible destin des prisonniers dits NN, les Nacht und Nebel, les nuits et brouillards. Je vais découvrir pourquoi personne ne pouvait retrouver Jacques, pourquoi personne au monde ne devait savoir ce qu'il était devenu. Donc en fait, je vous ai dit en introduction que j'avais réalisé mon premier film donc en 2016 qui s'appelle L'air d'un oubli, qui est un film de fiction. Et je tourne notamment avec une grande comédienne qui s'appelle Marina Vladi. Et à la fin du tournage, je la ramène chez elle à Paris et en voiture on discute et je lui parle des recherches que je fais depuis quelques mois sur l'histoire d'un de mes cousins, Jacques, qui a été déporté pendant la guerre. Et je lui raconte cette histoire et Marina me dit « Mais écoute Olivier, c'est vraiment formidable, tu devrais en faire un film ». Et je vous avoue que j'avais jamais imaginé, déjà ne serait-ce que faire un film documentaire, et d'autant plus un film documentaire sur ma famille. Donc parce que c'est des choses, notamment cette histoire est très intime, voilà. Et ça m'a interpellé et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Alors pour raconter aussi un peu l'origine de cette histoire, c'est pourquoi je me suis intéressé à cette histoire, c'est que c'est encore lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en 2014, je décide de faire une formation à la Sorbonne de cinéma. Et il se trouve que la formation, c'est 17 heures de cours par semaine. Moi qui étais chef d'entreprise, j'avais plutôt l'habitude de travailler 70 heures par semaine. Voilà. Donc j'avais beaucoup de temps libre. Et un ami m'avait interpellé, en l'espèce c'était Daniel, qui était mon ancien président à la chambre des appels correctionnels. Je lui avais raconté cette histoire de famille et je lui avais dit l'histoire de Jacques qui avait été arrêté. Et comme on disait en famille, il a été arrêté, il jouait à la guerre en forêt. C'est ce que nous on racontait dans la famille. Il jouait à la guerre en forêt. Et Daniel, quand je lui raconte cette histoire, me regarde et me dit « Mais Olivier, on n'arrête pas un enfant parce qu'il joue. » J'ai 43 ans, je me suis jamais posé cette question. Et pourtant, elle est évidente. C'est ce que je dis là dans l'introduction du film. Mais c'est tellement évident. Les gens, naturellement, disent « Mais Olivier, on n'arrête pas un enfant parce qu'il joue. Il y a autre chose. » Et la séquence que vous venez de voir du train, c'est vraiment comme je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'étais à Paris sur ce rendez-vous, je rentre chez moi à Amiens en train, et dans ce voyage, je me dis, mais il a raison. Pourquoi on a arrêté Jacques ? Il y avait autre chose. Et c'est là où j'ai commencé mes recherches. Et quand je recommence mes recherches, il se trouve que Jacques, donc sa mère, c'était Emilia. Emilia était ma grand-tante, et c'était plus que ma grand-tante. Emilia, c'était ma grand-mère de cœur. C'était une femme que j'aimais beaucoup, mais vraiment beaucoup.
Et j'étais héritier de ces documents quand elle est décédée. Donc, dès que je rentre à la maison ce jour-là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais chercher dans ses dossiers. Et le premier document que je trouve, ce sont les photos et sa visite au camp d'Inzert. Et je vois que c'est une association franco-allemande qui l'a reçue, etc. Et spontanément, mais c'est des choses spontanées que je fais, c'est que je vous écris. Oui. Et là, le souvenir, mais il est incroyable, c'est que je vous écris et que j'ai une réponse immédiate qui est « Viens quand tu veux ». Et moi, avec toute ma candeur, je dis « Oh, dimanche prochain, c'est possible ?» Et là, vous me répondez « Oui ». Et je suis arrivé, donc, le dimanche suivant, à l'ancien camp d'Inzert, et je me souviens de l'accueil, c'était toi, Maria, avec Eberhard, qui était présent. Et on a passé un long moment de l'après-midi ensemble. Et il y avait beaucoup de respect dans cet accueil qui était là. Et du coup, ça m'a fait vraiment plonger dans l'accueil qu'avait dû avoir Emilia quand elle a été reçue en 1978 par l'association franco-allemande sur place. Beaucoup d'émotions. Et je me souviendrai, il y a deux choses. On sort du mémorial, on visite, et Eberhard me raccompagne à la voiture. Et je vois Eberhard qui se tourne d'un côté, de l'autre, et je sens qu'il a envie de me dire quelque chose, Eberhard, à ce moment-là. Et il regarde en direction du village qu'on voit au loin, parce que c'est très joli, pour situer aux auditeurs, là où il y avait l'ancien camp de concentration d'Inzert, c'est très joli. Enfin, voilà. On n'imagine pas, d'ailleurs, ma première réaction quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas pu y avoir un camp ici, c'est pas possible, c'est trop beau. Enfin, voilà, il y a les petits oiseaux qui chantaient, il y a les arbres, c'est beau. Et je vois Eberhard qui me raccompagne à la voiture et qui regarde au loin, là on voit le village d'Inzert au loin, et me dit, il se tourne vers moi, il me dit, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et la deuxième chose qu'il me dit, c'est, tu sais, les religieuses, elles ont bien pris soin de Jacques. Et là, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Les religieuses ont bien pris soin de Jacques. Je vais comprendre plus tard. Et voilà, c'est notre première rencontre, c'est le premier rendez-vous. Et de là, je me dis, il faut que j'en sache plus. C'est quoi les NN ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jacques soit arrêté sous ce statut à 15 ans ? Et voilà comment ça démarre cette histoire, où je vais dans des premières archives aux Invalides à Paris. Je trouve des premiers documents sur Jacques qui m'étonnent. Je suis surpris. Et là, l'archiviste me dit, mais tu sais, si ça te surprend, va à Pierrefitte, aux Archives nationales, tu vas dans la grotte AJ40 et tu vas voir, tu vas trouver plein de choses. Et effectivement, j'ai trouvé des choses. Et là, c'était parti. J'ai fait 2 ans et demi de recherche dans les archives françaises, dans les archives allemandes, dans les archives luxembourgeoises, les archives belges, les archives américaines, les archives russes. Je vais solliciter plein de monde. Et c'est comme ça que, de toute cette richesse, quand j'en parle en voiture à Marina Vladi, quand on rentre de ce tournage, je me dis, fais un film. Effectivement, il y avait le potentiel de faire ce film. Et on l'a fait. C'était plusieurs des événements qui font le chemin pour le documentaire que tu as fait. Je crois que rien n'arrive par hasard, Maria, parce que à ce moment-là, déjà, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est que je change de vie, je me mets à faire une formation de cinéma. C'est assez improbable, à 43 ans. La deuxième chose, c'est que je raconte cette histoire de Jacques à un ami qui me renvoie cette question. La troisième chose qui arrive, c'est qu'au moment où je commence à faire des recherches, on ouvre les archives françaises de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire les archives françaises ont été ouvertes en décembre 2015. C'est-à-dire que ce que je vais trouver, Emilia, qui a fait des recherches, n'a pas pu trouver ces documents-là. Oui. Et rien n'arrive par hasard, c'est que je vous contacte et spontanément, vous m'ouvrez la porte, vous me dites « Viens ». Tout était concordant pour qu'on aille, pour trouver les réponses et finalement faire ce film. Voilà. Puis, bien. Dans ton documentaire, ces traces qui restent, tu as abordé des thèmes importants à réfléchir pour les Français et les Allemands.
D'une part, il s'agit d'une expérience familiale que tu as racontée, celle de ta famille et de tes proches, pendant l'occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et de la recherche sur le destin de Jacques. L'occupation de la France par l'armée allemande n'a pas été une période facile pour la France et sa population. Après tes discussions en famille et tes recherches, comment les Français ont-ils perçu cette période? Et dans quelle mesure l'âme des Français en a-t-elle été affectée? Avant ta réponse, nous écoutons un autre extrait de ton documentaire. Alors, c'est une scène du film de l'équipage d'Allemand et l'arrestation de Jacques. Très bien. Oui. 13 ans. Il commence un apprentissage en électricité. Samedi 14 février 1942. Aux alentours de 17h, Jacques et son ami Maurice sont surpris par la Feldgendarmerie, la gendarmerie allemande, en forêt de Choisy-au-Bac. Lorsqu'Emilia me racontait l'histoire, elle répétait « Ce n'étaient que des enfants ». J'ai toujours imaginé que Jacques et Maurice jouaient à la guerre avec des bouts de bois. Mais dans les nombreux documents que je trouve dans différentes archives nationales et internationales, il apparaît qu'ils sont en fait en possession d'armes de guerre. Maurice est aussitôt arrêté. Jacques, lui, parvient à prendre la fuite. Il court à travers la forêt, en direction de Compiègne. En chemin, il se débarrasse du pistolet, un calibre 6,35. À peine Jacques s'est-il réfugié dans l'appartement de sa mère, rue Jeanne d'Arc à Compiègne, que la Feldgendarmerie arrive et l'arrête. Emilia, qui travaille, en est aussitôt informée par des voisins. C'est évoqué par René. Procédure précise, mise en place par le chef de l'Oberkommando de la Wehrmacht, Wilhelm Keitel, à la demande d'Hitler fin 1941, pour renforcer le régime de terreur nazi. Une procédure méconnue du fait de son objectif même, faire disparaître ces prisonniers aux yeux du monde sans laisser aucune trace, ni de vie, ni de mort. L'administration militaire à Paris doit condamner à mort beaucoup plus de personnes. Elle le fait, mais elle ne le fait pas suffisamment aux yeux du Führer. Et elle ne le fait pas suffisamment aussi parce qu'elle a peur de créer des martyrs. Fusiller Jacques Lamotte et son camarade, c'est fusiller des adolescents et c'est risquer d'en faire des martyrs. Et c'est pour cela que le décret NN a été inventé. Le décret NN permet l'effet de plusieurs dizaines de condamnations à mort en un seul wagon de déportation. Une dissuasion qui repose non plus sur l'affichage des condamnations à mort, mais sur la disparition des gens dans la nuit et le brouillard, dans le secret le plus absolu. Une dissuasion tout aussi terrifiante. Alors, pour répondre à la période de l'occupation, en France, comment c'était perçu, je crois qu'il suffit de voir encore aujourd'hui en France le nombre de films qui sont réalisés, qu'on voit à la télé, pour comprendre le traumatisme que c'est encore aujourd'hui. Et pourquoi, à mon sens, c'est un traumatisme ? Alors c'est une analyse que j'ai, qui m'est personnelle. C'est après-guerre,
dès la fin de la guerre, 1945-1946, et ça va être surtout vrai à partir de entre 47 et 49, il faut tourner la page de cette période sombre de notre histoire. Et le gouvernement français incite à tourner la page. D'ailleurs, il y aura une grande loi d'amnistie qui va être prise en France en 1949, parce qu'il faut imaginer que cette histoire, c'est aussi en France un grand sujet tabou, qui est celui de la collaboration. Alors on en parle, bien évidemment, il y a eu des films sur la collaboration, il y a eu plein de choses, mais ça reste quand même tabou. Et en 1949, c'est pour ça qu'on décide de prendre une grande loi d'amnistie pour dire finalement, on tourne la page de tout ça, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Ça a des effets positifs, effectivement, c'est bien de se dire il faut passer à autre chose, on ne va pas ressasser tout le temps ces histoires, etc. Sauf que ça a eu un effet, un impact fort sur les familles. Je l'ai vu en famille, et ce film en est la preuve que j'ai fait, on pourra en parler tout à l'heure. C'est que, l'expression française, c'est on a rangé sous le tapis, on a caché sous le tapis ces traumatismes. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé. Et comme on n'en a pas parlé, c'est devenu tabou, et ces tabous, on les a transmis. C'est-à-dire qu'on les a transmis de génération en génération. C'est-à-dire que mes grands-parents l'ont transmis à mes parents, qui eux-mêmes nous le transmettent. C'est des non-dits qu'on se transmet. Et du coup, on n'a pas pu soigner ces traumatismes. Donc, la période de l'occupation est une période... En plus, on a réécrit, voilà, encore à nouveau, je m'engage seul, je ne suis pas historien, c'est vraiment une pensée qui est totalement libre de ma part. On a réécrit l'histoire, on a écrit l'histoire à la fin de la guerre, et c'est l'histoire des vainqueurs. Voilà. Et l'histoire, quand on la regarde, c'est très manichéen. C'est d'un côté, il y a les gentils, de l'autre côté, il y a les mauvais. Voilà. Donc l'histoire n'est pas si simple que ça. Et grâce à l'ouverture des archives internationales en 2015, on peut se plonger dans les archives et commencer à regarder notre histoire aussi d'une autre manière et à s'interroger. Et c'est vrai que moi, quand j'ai interrogé mes grands-parents, j'étais assez curieux de poser des questions, mais je pense que j'en ai pas posé assez de questions, de comprendre que, voilà, pour juste parler de l'histoire de Jacques, quand j'interroge, alors Emilia, vos auditeurs comprendront que je l'appelle toujours ma grand-mère, parce que pour moi c'est ma grand-mère, Emilia, donc je parlais de ma grand-mère quand je parlerai d'elle, mais quand Emilia me racontait cette histoire, je pouvais pas creuser, c'était pas possible de lui poser trop de questions. Parce que c'était douloureux, donc encore pour elle. Elle pouvait pas répondre. Et j'avais pas envie, moi, de la blesser. J'avais pas envie de lui faire mal. Pour moi, ça aurait été terrible en tant qu'enfant de la faire pleurer parce que elle allait me raconter cette histoire de... Voilà. Donc, la période d'occupation est vraiment une période difficile. Et avec ce film, je pense, et je suis d'autant plus à l'aise aujourd'hui en le disant avec vous, c'est qu'ensemble, avec toi Maria, avec toi Stéphane, avec Eberhard, mais aussi avec les amis polonais, avec Jerzy, à qui je pense. Je ne sais pas si Jerzy entendra cette émission, et j'aimerais que Jerzy en Pologne entende cette émission. Ensemble, on a été soigner ce traumatisme qui est transgénérationnel. Pour moi, on se l'est transmis. Et voilà, et aujourd'hui, ce film, j'en suis très fier, parce que pour moi, c'est une réponse à l'histoire en disant « Ok, vous les anciens, vous avez rangé sous le tapis, mais bon, vous nous avez transmis quand même quelque chose de lourd à porter. Ah, on s'est soulagé, voilà, on en parle, et c'est l'objet de cette émission aujourd'hui, et je trouve que c'est formidable, parce qu'il faut aussi que, quand on voit ce qui est en train de se passer au cœur de l'Europe en ce moment, il faut qu'on le transmette à nos jeunes. Et hier, on en reparlera peut-être plus tard, mais hier, je suis allé dans une école, dans un lycée allemand, j'étais en parler, et c'était formidable de pouvoir en parler avec les jeunes. Bien. Nous avons plusieurs des questions pour ton film. Oui. Et à cette époque, ce n'était pas des temps normaux en France et en Allemagne, ou tout le monde. La France et l'Allemagne étaient à nouveau en guerre, mais dans cette période historique, il semblait que les Allemands sortiraient vainqueurs. L'armistice de Compiègne avait été signé et les Allemands dictaient les règles.
La loi martiale était en vigueur. La forêt de Compiègne était une zone militaire interdite et servait d'entrepôt d'armes pour l'armée allemande. Il y avait de la résistance de la part de la population contre l'occupation allemande, la résistance. Ton grand cousin Jacques avait alors 15 ans, un adolescent. Avec son ami Maurice, 16 ans, ils ont été surpris par la police militaire allemande dans la zone interdite de la forêt de Compiègne avec un pistolet, une arme de guerre. Dans quelle mesure as-tu pu, dans tes recherches pour ton film, comprendre si les deux jeunes avaient connaissance des activités de la résistance? Alors, pour comprendre et expliquer à vos auditeurs le contexte de l'arrestation de Jacques et Maurice, on l'a vu dans l'extrait à un moment, l'endroit où ils sont arrêtés. Donc je resitue l'endroit où ça se passe, c'est-à-dire qu'on est, si vous regardez sur une carte, vous regardez la clairière de l'Armistice, là où il y a le musée du wagon, et juste à côté, mais vraiment on est à 50 mètres, c'est l'hôtel-restaurant de mes arrière-grands-parents. Jacques vit là depuis son enfance, avec son copain Maurice. Ils connaissent la forêt par cœur. Ils vivent au cœur de la forêt, on est au cœur de la forêt. Et en 1940, à la signature de la capitulation de la France à Rotonde, la Luftwaffe va installer un état-major dans le château du Framport, qui est en face de l'hôtel-restaurant de mes arrière-grands-parents. Des chambres sont réquisitionnées dans l'hôtel-restaurant pour mettre des soldats. Donc Jacques, quand il rentre d'Exode, parce qu'ils partent en Exode en Bretagne, ils reviennent en septembre 1940, quand ils rentrent en septembre 1940, les chambres sont réquisitionnées, et à partir de là, ils vont vivre quotidiennement avec les soldats allemands, les soldats de la Luftwaffe. Donc c'est leur quotidien. La forêt de Compiègne, comme tu viens de dire, Maria, sert de dépôt d'armes, puisque c'est une forêt qui est dense en arbres et qui permet, quand on passe en survol en avion, ça se voit pas. Donc on peut cacher les armes et ça sert à alimenter Paris. Donc effectivement, c'est une forêt où on ne circule pas comme on veut et on ne fait pas ce qu'on veut. Donc les années commencent à passer, on arrive le 14 février 1944, je vais être assez précis, vers 17h, on est en février, 17h. La nuit commence à tomber, le jour commence à décliner. Jacques et Maurice sont arrêtés, surpris en forêt, par la gendarmerie, en possession d'armes, un fusil et un pistolet. Là s'ouvre un mystère aujourd'hui, c'est que faisaient ces deux jeunes, donc qui ont 15 ans et 16 ans, avec ces deux armes de guerre. Sincèrement, je ne pense qu'on ne saura jamais la vérité, puisque je n'ai pas pu retrouver les dossiers parce qu'ils ont été auditionnés à la commandanture. J'ai pas pu retrouver les dossiers de l'enquête à ce jour, je les cherche toujours. Est-ce qu'ils existent encore? Je ne sais pas. Qui permettent de comprendre ce qu'eux ont déclaré. On ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a 3 hypothèses aujourd'hui. La première hypothèse, c'est qu'ils étaient en forêt pour cacher des armes pour la résistance. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils étaient en forêt pour chasser. Et la troisième hypothèse, c'est qu'ils étaient en forêt pour jouer avec des armes. Il y a une hypothèse que je vais éliminer assez rapidement. Alors je me suis fait mon intime conviction, j'ai pas la vérité, encore une fois, je dis j'ai pas la vérité, c'est mon intime conviction. Pour moi, ils chassaient pas en forêt, parce qu'ils n'avaient pas besoin de chasser. Je rappelle que mes arrière-grands-parents tenaient un hôtel-restaurant qui était réquisitionné, il y avait de la nourriture. Voilà, ils mouraient pas de faim à l'hôtel-restaurant. En plus, je rappelle quand même, on est en hiver, on est au mois de février. La deuxième hypothèse que j'écarte, qui est celle mais pour moi, encore une fois, une intime conviction, qui est celle de la résistance. Pour moi, ce ne sont pas deux jeunes résistants. On est en février 1942, la résistance en France commence à émerger. Alors il y a déjà des actes de résistance en 1940. Rappelons à l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, il va être rejoint par un certain nombre de Français à Londres, où va s'organiser la France libre. Mais en France, sur les territoires, effectivement, il commence à y avoir des choses. Et à partir de fin
On va arriver fin 1941, voilà, début 42, surtout fin 41, il y a de plus en plus d'actes de résistance en France. Et ça commence à poser problème, puisque notamment des officiers allemands sont assassinés. Et ça, effectivement, Hitler souhaite que ça cesse et souhaite une répression forte. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est l'objet du décret NN qui va arriver. Donc il commence à y avoir des actes de résistance fin 1941. Et sur Compiègne, effectivement, dans la zone où se situe l'action, il y a un mouvement de résistance qui est déjà bien organisé, qui s'appelle le Bataillon de France. Mais je ne crois pas, moi, aujourd'hui, que Jacques et Maurice étaient rattachés à ce mouvement de résistance. Je ne crois pas. Moi, mon intime conviction, c'est qu'on a deux jeunes inconscients, je pèse mes mots, ils sont inconscients, à 15 ans, ils rentrent en possession de deux armes, un fusil, un pistolet, et je pense qu'ils vont en forêt pour tirer des coups. Le pistolet, je sais aujourd'hui d'où il vient. Voilà, il appartenait au beau-père de Maurice. Le fusil, j'ai une piste, de savoir d'où il vient. Voilà. Pour répondre à la question, sur les mouvements de résistance, effectivement, il y a des mouvements de résistance. D'ailleurs, le bataillon de France va être démantelé au même moment, c'est-à-dire entre février et mars 1942 à Compiègne. Il y a une grande vague d'arrestations de résistants. Il se trouve que c'est exactement le même moment où Jacques et Maurice sont arrêtés. Alors, et c'est de là où on a pu penser qu'ils appartenaient à la résistance et qu'ils cachaient des armes pour la résistance, j'en suis pas convaincu, mais ça reste une hypothèse. Tu n'as pas trouvé des papiers ou des documents qu'ils étaient aux résistances, non? Il y a des témoignages d'après-guerre, il y a plusieurs témoignages qui disent qu'ils étaient résistants. Je peux me fâcher avec des auditeurs français, avec des personnes, mais il y a eu beaucoup de témoignages de complaisance à la fin de la guerre. Voilà, on est venu dire un tel était résistant, un tel était résistant, un tel était résistant, et les gens se faisaient des déclarations mutuelles de résistance. Voilà, mais j'ai pas trouvé de documents probants comme quoi il était résistant. Et pour autant, Jacques a reçu le titre de déporté résistant à l'issue de la guerre. Voilà. Alors, j'ai un autre extrait de ton film. C'est la déportation de Jacques et Maurice à Inzert et après à Dietz. Oui. Ils n'ont alors aucune idée du sort qui les attend. C'est à la Feldkommandantur d'Amiens qu'un juge allemand a sur sa table le dossier de Jacques et Maurice, arrêtés pour détention d'armes, un motif très grave aux yeux de l'administration militaire allemande. Ce juge, il a également sur la table le dossier du groupe de Victor Magnier, des communistes clandestins, groupe armé communiste qui ont procédé à plusieurs sabotages et distributions de tracts. Dans le cas du groupe de Magnier-Victor, il va présenter ce groupe à un tribunal militaire et les faire condamner et exécuter. Parce que ces résistants sont considérés comme dangereux. Ils ont été arrêtés en flagrant délit et ils sont en plus communistes, les ennemis nés du Reich. Dans le cas de Jacques et de Maurice, on a deux adolescents, deux jeunes hommes pour lesquels nous n'avons pas de preuves suffisantes à ses yeux, aux yeux du juge allemand, preuves suffisantes d'une entrée en résistance. Pour autant, le Führer a demandé une répression implacable. Et la détention d'armes, c'est un motif grave. Avec le décret NN, ce juge décide de les sortir de cette procédure, de les placer sous le sigle NN, de les déporter le plus rapidement et le plus secrètement possible vers des camps et des prisons du Reich. Classés NN, Jacques et Maurice ne retournent pas sur Compiègne. Je n'ai pas retrouvé de traces de leur passage au camp de Royal-Lieu, où vont pourtant transiter de nombreux NN avant leur déportation. Le 4e convoi ferroviaire emmenant des NN part de Paris le soir du 18 juin 1942. Il transporte 38 hommes, parmi lesquels Jacques et Maurice. Le train arrive le lendemain matin à Trèves, où les prisonniers font une brève escale, avant de repartir vers Inzert. C'est par hasard, dans un dossier annexe à mes recherches, celui de la prison de Dietz,
que je découvre avec surprise des documents concernant Jacques. Une fiche et une lettre inédite qui se révèlent fondamentales. Car jusqu'alors, le nom de Dietz n'était apparu dans aucun dossier concernant Jacques. Après-guerre, les recherches se concentraient essentiellement sur la prison de Wittlich, où était passé Maurice, et de nombreux NN. Il était donc impossible de retrouver sa trace après sa déportation à Inzert. C'est donc à 50 km à l'est de Coblence que Jacques est transféré le 2 février 1943. Que se passe-t-il pour Jacques pendant cette détention à Dietz ? Je n'ai aucune information directe le concernant. Alors Olivier, tu as dans tes recherches, tu as trouvé un document remarquable à travers tes recherches, le décret NN du commandement suprême de l'armée. Examinons ce document ensemble. Alors, ce document, on peut voir ici. Alors, j'ai traduit en français pour les Français. Alors, on peut lire, il y avait de l'ordre de Hitler d'agir contre la résistance avec toutes les conséquences, y compris les exécutions. Directive du haut commandement de la Wehrmacht. Secret objet. Poursuite des crimes contre le Reich ou la puissance occupante dans les territoires occupés, il est de la volonté longuement réfléchie du Führer que dans les territoires occupés, en cas d'attaque contre le Reich ou la puissance occupante, des mesures différentes des présidents soient prises à l'encontre des auteurs. Le Führer est à vie. Dans tel acte, les peines de prison, y compris les peines d'emprisonnement à vie, sont considérées comme des signes de faiblesse. Une dissuasion efficace et durable ne peut être obtenue que par la peine de mort ou par des mesures qui maintiennent les membres de la famille et la population dans l'incertitude quant au sort de l'auteur. Dans ce but, le transfert en Allemagne est envisagé. Les directives s'y joignent pour la poursuite des crimes correspondant à cette vision de Führer. Elles ont été examinées et approuvées par lui. Signé par Wilhelm Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht. Alors, comment tes recherches ont-elles révélé ce que précisément était le décret NN? Pourquoi et comment il a été mis en œuvre? Alors, pour comprendre ce que je disais juste avant, le moment de l'arrestation de Jacques et Maurice, on est le 14 février 1942, et en 1941, il y a les mouvements de résistance commencent à s'organiser, et il y a des attentats contre des officiers allemands. Et la politique de répression d'Hitler, c'est la politique des otages. C'est-à-dire qu'on prend des otages, on prend des gens au hasard, on les fusille. Et on l'affiche. C'est-à-dire que c'est affiché dans les rues, en très gros, on fusille les gens. Et il y a de plus en plus quand même d'attentats, et pour Hitler, on ne sanctionne pas assez. C'est aussi le texte que tu viens de lire, Stéphane, c'est ça. C'est pour lui, les sanctions ne sont pas assez sévères. Et il a une idée terrifiante. Pour Hitler, la disparition, c'est pire que la mort. Et donc, ils vont prendre, avec le maréchal Keitel, fin 1941, décembre 1941, le décret qui ne porte pas encore le nom de décret NN, ils vont prendre ce décret qui est de faire disparaître les gens, et ces personnes ne doivent pas savoir, c'est-à-dire elles-mêmes ne doivent pas savoir ce qu'elles deviennent, ni leur famille. C'est-à-dire qu'on organise leur disparition, on les fait prisonniers, on les déporte en Allemagne, et à partir de là, on ne saura plus rien d'eux. Et donc Jacques et Maurice ont cette malchance, quand ils sont arrêtés en février 1941, c'est qu'ils arrivent au début de l'application du décret NN. Et il faut, ce que dit Thomas Fontaine dans l'extrait qu'on vient de voir, Thomas Fontaine qui est grand historien, grand spécialiste de la question NN, c'est qu'il faut
un exemple, il faut marquer les esprits. Donc en décembre 1941, ça a beau être 2 mineurs, c'est 2 gamins de 15 ans, 16 ans, ils ont des armes. Et il faut rappeler que la détention d'armes, c'est puni sévèrement. Il ne doit plus y avoir une seule arme en France. Or, il y a des gens qui ont encore des armes chez eux, notamment les paysans qui ont gardé leurs fusils de chasse, etc. Donc, il va y avoir des dénonciations, il va y avoir des gens comme Jacques et Maurice qui vont être pris la main dans le sac avec des armes, et du coup, il faut donner l'exemple. Donc, Jacques et Maurice vont faire partie des premiers à être siglés NN, donc les Nachtrudelnebel, et être envoyés dans le plus grand secret en Allemagne. Donc ce qu'on voit dans ce film, c'est que Jacques et Maurice, quand ils sont arrêtés, la première chose, en février 1942, ils sont mis au secret à la prison de Compiègne. Donc sous autorité militaire allemande, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Français qui ont les gars. De là, ils vont être transférés à Amiens, donc qui est une ville, la ville où je vis aujourd'hui. Ils sont transférés à Amiens pour être passés devant un juge, et c'est le juge qui décide de les sigler NN. Voilà. Et à partir du moment où ils sont siglés NN, là on va les envoyer à Paris, à la Santé, où ils vont passer très vite à Paris, ils vont pas rester longtemps. Et de Paris, c'est là où ils prennent le train pour aller jusque Innsert. On les envoie en Allemagne. Pourquoi on les envoie en Allemagne ? Parce qu'à partir du moment où ils mettent le pied en Allemagne, il n'y a plus une seule trace. C'est fini pour eux. La famille ne saura pas ce qu'ils deviennent. Sauf qu'on verra plus tard, parce que tu me parlais de l'autre document. On voit l'autre document que j'ai découvert. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un désaccord qui existe entre les nazis et les juristes allemands. Les juristes allemands disent, à partir du moment où il y a des prisonniers sur notre territoire, on a une procédure. Alors, Hitler et Keitel sont très mécontents. Non, nous on veut pas, c'est secret. Si, ça va être imposé. Et c'est grâce aux juristes allemands qui vont imposer ces procédures que j'ai pu retrouver une fiche qui donne le parcours de Jacques. Parce qu'en fait, il y a des documents, du coup, qui ont été créés. Même s'il y a beaucoup de documents qui ont été détruits, grâce aux juristes allemands, on a pu avoir les traces de quelques NN et de connaître leur parcours. Et du coup, de trouver ce document, je ne sais pas si on en parle maintenant, de la découverte de ce document, que j'ai trouvé, qui est formidable, qui me raconte l'histoire de Jacques. Et je l'ai trouvé, mais totalement par hasard, ce document, dans mes recherches. Donc, c'est la fiche qu'on voit, où il est passé par, justement, il va jusque Dietz, etc. Donc voilà, et le contexte est ça, et c'est vrai que le décret NN est terrible, puisque l'objet même de ce décret, pour Hitler, c'est faire disparaître les gens dans les limbes du temps, pour toujours. Et quand j'ai sorti le film, Cette race qui reste, il a été sur un festival du film, et j'ai discuté avec un réalisateur américain qui était lui-même en sélection, et c'est la seule personne qui m'a posé une question qui m'a totalement dérouté. Il m'a dit, Olivier, est-ce que le décret NN, ça a fonctionné ? Est-ce que ça a marché, ce décret ? Est-ce que vraiment ça a terrorisé les gens ? Et est-ce que vraiment ça a envoyé les gens dans les limbes du temps ? Et là, j'avoue que je me suis pris un uppercut dans l'estomac. Je me suis dit, écoute, ça a marché pour Emilia, malheureusement, dramatiquement, puisqu'elle n'a jamais fait le deuil de son fils, parce qu'elle n'a jamais su ce qu'il était devenu. Je lui dis, puis j'ai eu un petit sourire, puis je lui dis, mais tu vois, mon film, ça veut dire que non, ils n'ont pas réussi. Parce que mon film, c'est la réponse, c'est non. Vous n'avez pas réussi à mettre les gens dans les limbes du temps, à les faire oublier pour toujours. La preuve, c'est que j'ai retrouvé les traces de Jacques. Vous vouliez qu'il n'y ait plus de traces ? Bah si, je les ai retrouvées. On l'a retrouvé. Voilà. Donc c'est une réponse. Donc malheureusement, pour sa mère, oui, ça a eu l'effet escompté, mais pour nous, non. Olivier, tu es juriste. Oui. Et comment évaluerais-tu cette disposition NN ? C'est contraire au... Bah ouais, enfin pour moi, c'est contraire au droit international. Donc, à la Convention de Genève, voilà, qui en a application en vigueur à l'époque. En temps de guerre, le respect du droit international, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que ça a été bafoué de part et d'autre.
Il ne faut pas seulement dire d'un côté, c'est pas uniquement du côté que ça soit du côté nazi ou que ce soit du côté des Alliés. Les droits internationaux, voilà, je vais peut-être pas me faire que des amis non plus, mais ont été bafoués des deux côtés. Voilà, on pourrait parler d'exaction, vraiment dans les deux sens. Donc ce décret pour moi est totalement contraire absolument à la Convention de Genève, c'est terrible. On va voir que d'ailleurs après la guerre, heureusement, on va avoir, et aujourd'hui, grâce à la Cour pénale internationale, à La Haye, donc on a une protection notamment des crimes contre l'humanité. Moi en tant que juriste aussi, pareil, c'est la fin de la guerre, c'est-à-dire que procès de Nuremberg, on juge les dignitaires nazis. Donc dans ce grand procès très médiatique, filmé, salutaire pour le monde, mais un procès qui pour un juriste est embêtant, enquiquinant, parce que on applique une loi pénale qui est celle du crime contre l'humanité qui n'existait pas au moment des faits. Donc c'est un peu embêtant parce qu'au niveau pénal, on ne peut pas reprocher à des gens d'avoir commis une infraction qui n'existait pas au moment où ils l'ont fait. Donc ça a suscité de grands débats parmi les juristes. À l'époque, le procès de Nuremberg, mais finalement, c'est ce qui s'est appliqué. Ils ont été jugés pour crime contre l'humanité. Les juristes français n'étaient pas d'accord, avaient dit non, on peut les inculper, on peut les juger pour des infractions qui existaient à ce moment-là. Mais le problème du crime de guerre, c'est que c'était pas suffisant. Enfin voilà. Bref, en France, quand on va juger des personnes après-guerre aussi, il va y avoir ce qu'on appelle les procès de l'épuration en France. On va pas les juger pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, mais on va les juger pour haute trahison, un crime qui existait à ce moment-là. Donc l'application du droit, alors forcément en temps de guerre, mais ces périodes-là non respectées, malheureusement pour Jacques et Maurice, qui ont subi ce décret NN, mais heureusement aujourd'hui, pour moi, on est à La Haye et on a cette protection aujourd'hui à La Haye avec des criminels de guerre qui ont pu être jugés sur les crimes qui vont arriver dans les conflits, qui ont pas manqué, qui sont toujours présents d'ailleurs dans le monde. Quand nous regardons la morale, moralement, il est certain que les deux jeunes Jacques et Maurice ne devaient pas être soumis au décret NN. Serait-il également admissible et compréhensible compte tenu de la situation juridique particulière en temps de guerre et du droit international en vigueur à l'époque d'agir ainsi? Qu'en penses-tu? C'est la réponse que je viens de faire, c'est de dire non. Alors, après, on pourra juger, il y a le droit et la morale aussi, il y a plusieurs choses. Et puis, ce qu'on voit, c'est, si j'analyse plus précisément par rapport au décret NN et l'arrestation de Jacques et Maurice et leur placement sous ce statut NN, ils sont suspectés de résistance. C'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve. Et pour autant, alors que ce sont encore des enfants, je vais juste rappeler, 15 ans, 16 ans, quand on voit les images d'eux, on a l'impression que c'est des jeunes adultes, parce que voilà, les photos font qu'on a l'impression de voir deux jeunes adultes. Mais non, ils sortent de l'enfance, tout juste. C'est totalement... encore plus injuste que les personnes qui ont été placées sous le statut NN, comme des paysans. Il y a des paysans qui ont été placés sous le statut NN, des vieux monsieur, parce qu'ils avaient encore chez eux leur fusil de chasse. Et quand on est arrivé chez eux, on a trouvé le fusil de chasse, on leur a dit vous êtes dangereux, alors que non, ils étaient dans leur ferme, ils embêtaient personne, et puis on les a placés sous le statut NN, et ils sont morts en déportation, ces gens. Donc Jacques et Maurice, effectivement, c'est deux gamins qu'on va placer sous ce statut, juste pour l'exemple, pour terrifier encore plus la population autour de Compiègne en leur disant « Vous avez vu, on ne s'arrêtera même pas aux enfants. Ils ont fait des bêtises, voilà, tant pis pour vous, ils ont fait des bêtises, vous n'avez le droit à aucune erreur, on les déporte. » Yeah. Alors, regardons un autre extrait de ton film, montrant ce qui s'est passé avec Jacques et Maurice après leur capture par l'armée allemande. C'est la déportation à Breslau.
Plus d'1 an après son arrestation, Jacques n'est toujours pas jugé. La RAF, l'aviation britannique, bombarde Cologne très violemment à l'été 1943 et l'administration allemande, le ministère de la Justice, le haut commandement militaire décide le transfert de l'ensemble des NN qui se trouvaient encore à Insert, à Aix-la-Chapelle, à Wittlich, dans les prisons près de Cologne, en attente de leur jugement ou en train d'être jugés. Ils décident le transfert de l'ensemble des détenus NN vers la Silésie, près du tribunal de Breslau, qui devient le nouveau tribunal capable de juger les NN de France. Le 28 septembre 1943, Jacques est sorti de la prison de Dietz et envoyé à celle de Brig. Brig, nom allemand de la ville qui se nomme aujourd'hui Brzeg, en Pologne, se trouve dans le ressort du tribunal de Breslau, aujourd'hui Wrocław, où Jacques doit être jugé. W Brzegu było ciężkie więzienie, które było przeznaczone dla więźniów znajdowało się w Brzegu, a w Lewinie Brzeskim znajdował się obóz pracy, gdzie więźniowie wykonywali pracę na rzecz cukrowni. Paul Thieux est envoyé dans le même commando que Jacques. Nous sommes transférés en autocar dans un commando de Silésie à Leuven pour travailler dans une sucrerie, car c'est la saison des betteraves. Les premiers jours de travail consistaient à arracher les betteraves sucrières dans un champ proche. Nous avions des difficultés énormes à sortir ces betteraves de la terre. Tout le monde était dans la capacité physique de les extraire, bien qu'on nous ait fourni des fourches spéciales. Mais c'était de la terre glaise, fort durcie par la sécheresse. Il n'avait pas plu depuis longtemps et en ce début de décembre, elle était gelée. On avait beau tirer sur les feuilles, seul nous restait un bouquet d'entre les mains sans qu'on ait pu enlever la betterave. On se faisait engueuler sans arrêt par les gardiens. Pourtant ce n'étaient pas des brutes, ni des SS, ni des militaires, mais des sortes de pères tranquilles trop vieux pour aller sur le front. Après l'essai raté des premiers jours d'arrachage, on nous a mis à différents postes à l'intérieur de l'usine où l'on travaillait 12 à 18 heures par jour. J'ai cherché pendant 2 ans le carnet de souvenirs du déporté NN, cité dans le livre des 2 chercheurs polonais. Celui évoquant le parcours de Jacques à Brig et Leuven. J'ai réussi à en trouver une copie dans les archives de l'abbé de la Martinière au musée de Besançon. Je comparais au tribunal de Breslau le 10 mai 1944. L'interprète, une vieille Allemande très douce et qui traduit très bien mes paroles, me dit de la part du juge que Jacques Lamotte, compiègnois comme moi et dont le dossier a été joint au mien et à celui de Maurice Bredin, est mort l'hiver dernier à Brig, d'un coup de froid pris dans la sucrerie de Leuven où il travaillait de nuit au silo. La jeune vie de Jacques s'est arrêtée entre Lewin Brzeski et Brzeg, loin des siens. Mais le martyre des camarades de Jacques, lui, continue. À l'été 44, alors que les troupes alliées progressent par l'Est et l'Ouest, Hitler décide de mettre fin à la procédure NN. La totalité d'entre eux sont alors remis à la SS et déportés dans les camps de concentration de Gross-Rosen, Buchenwald, Dora ou encore Ravensbrück pour les femmes. Elles y retrouveront d'autres NN comme Germaine Tillion, Anis Postelvinet, Marie-Josée Chambardelot. Ah oui, il s'agissait essentiellement d'une opération secrète. Oui. Quelle a été la difficulté de mener des recherches et d'obtenir des enregistrements fiables, des documents et des rapports pour reconstruire le calvaire de Jacques et de son ami Maurice? Alors, le décret NN, effectivement, c'est secret, et surtout ce qui est demandé, c'est le secret absolu. Donc il ne doit pas y avoir de traces. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir un désaccord avec les juristes. Tout à l'heure, tu as lu un extrait du décret NN. Ce qui est demandé par Hitler, c'est la mort. Voilà, la sanction, c'est la mort. Alors il faut savoir que quand ils étaient exécutés, c'était assez barbare, puisqu'en fait c'était la guillotine. Et il y a certaines prisons où la guillotine, c'était pas la tête tournée vers le sol, mais c'était la tête tournée vers le ciel.
C'est-à-dire qu'ils voyaient la guillotine arriver sur eux. C'est-à-dire qu'on a été dans l'horreur extrême, même au moment de la mort. Pour condamner à mort, une fois qu'on est sur le sol allemand, avec le décret NN, il faut un jugement. On est dans une machine avec des juristes. Et c'est là où ça va s'enrayer. Ça va s'enrayer puisqu'on n'arrive pas à suivre. En fait, l'administration allemande n'arrive pas à condamner les gens. Ils n'y arrivent pas. En fait, il y a trop de procès à faire, il y a trop de choses à faire. Donc ça s'enlise. Et de surcroît, tout se passe au niveau de Cologne. Et les Alliés bombardent Cologne. Donc on ne peut plus rester sur Cologne. Donc Hitler dit, on va envoyer tout le monde en Silésie, parce que c'est reculé, c'est très loin. Et c'est là où on va aller vers le tribunal de Breslau. On est toujours dans les procédures, ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, les prisonniers NN, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils doivent être tenus au secret. Donc on les envoie d'une prison à une autre, et Jacques, là où il y a eu un grand moment de flottement dans mes recherches, c'est que son copain Maurice, donc ils arrivent tous les deux au camp d'Inzert le 19 juin 1942, et à un moment donné ils vont être séparés, puisque Jacques va être malade, et Maurice va être envoyé à la prison de Wittlich. Et donc Jacques après sort du camp d'Inzert, et donc je me dis, comme tout le monde, il a dû aller, comme tous les jeunes de l'époque, il a dû aller vers Wittlich. Or je trouve aucune trace de Jacques à Wittlich, et c'est par hasard que je trouve, alors que ça n'avait jamais été évoqué, son parcours. En fait, lui il est envoyé au nord à la prison de Dietz. Et c'est cette fiche que je trouve qui me permet de me dire, je sais quand il rentre à Dietz et je sais quand il en sort, puisqu'il va aller vers Breslau après. Pourquoi on l'envoie vers Breslau en fin 1942 ? C'est pour qu'il soit jugé, vers le tribunal de Breslau. Or, il faut savoir quand même qu'il y a très peu de NN qui vont être jugés. Il y en a très peu. Et Jacques ne sera jamais jugé. Pourquoi il ne va jamais être jugé ? Parce que déjà, la machine judiciaire s'est enrayée, il y a trop de monde qui attend, on n'arrive pas à mettre en place les procès. Et de surcroît, il y a un manque de main-d'œuvre pour travailler dans les industries, dans l'agriculture. Et là, nouveau désaccord, c'est-à-dire que contre l'avis des dirigeants nazis, contre la volonté d'Hitler, la machine administrative donc allemande va avoir besoin de main-d'œuvre et va sortir les NN du secret, certains NN, contre l'avis, toujours des dignitaires nazis, pour les faire travailler dans des commandos. Or, c'est interdit, ils n'ont pas le droit, mais ils le font, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Et c'est ce qui va arriver à Jacques, finalement. Il va aller travailler dans une sucrerie qui est à Lowen. Donc, et c'est là où on présume qu'il est mort d'un coup de froid. Parce qu'il faut imaginer quand même qu'on est en plein hiver et qu'ils doivent arracher des betteraves à main nue. Ils ont juste une petite chemise sur le dos, donc il était déjà malade avant, il a été très malade par une pleurésie purulente déjà au camp d'Inzert, et donc il serait mort donc dans cette sucrerie à ce moment-là, pendant l'hiver. Et voilà. Et la recherche donc est difficile à un niveau parce que c'était secret, donc il ne fallait pas de documents. Et en fait, il existait des documents qui étaient cachés, et c'est grâce à ces documents qui se sont multipliés, notamment comme celui de la prison de Dietz, que j'ai pu retrouver le parcours de Jacques, ce qu'Emilia n'avait pas réussi à trouver. Parce qu'Emilia, quand même, l'a cherché pendant 36 ans, sa maman, inlassablement. Ça, je l'ai trouvé dans les archives internationales. C'était émouvant aussi, de voir combien elle l'avait cherché. Voilà. Et donc, oui, difficile de trouver les traces. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des documents que je cherche toujours. Le document de la procédure judiciaire de Jacques, là où il aurait dû être jugé, il devait y avoir un dossier qui devait être déposé devant le juge. Ce dossier-là, je ne l'ai jamais trouvé. Est-ce qu'il a été détruit ou est-ce qu'il a été emmené par les Alliés qui ont libéré cette zone, c'est-à-dire en l'espèce les Russes ? Peut-être. Donc peut-être qu'on le retrouvera un jour, peut-être pas. Faut savoir qu'il ne faut pas perdre espoir, puisqu'il y a 1 millier de dossiers NN qui ont été retrouvés il y a quelques années dans des anciennes archives tchèques. Donc pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour on va retrouver ces dossiers. Et peut-être qu'on saura la vérité sur ce qu'ont dit Maurice et Jacques au moment de leur arrestation. Voilà, parce qu'ils ont dû être auditionnés. Donc à la fois très difficile de trouver des documents. D'ailleurs, vous le voyez, il n'y a pas de photos des NN.
Il n'y a pas d'image des NN. C'est pour ça que j'ai mis du dessin dans le film, parce qu'il fallait bien montrer à l'image les éléments, ce qui arrivait à Jacques et ce qui arrivait à Maurice. Du coup, on l'a fait non pas par de la reconstitution avec des comédiens, mais on l'a fait à travers du dessin. Dessins qui ont été faits in situ, c'est-à-dire dans les lieux où se sont passés les faits. Bien. Nous avons un autre extrait de son film. Et je pense que c'est du commémoral finalement au lieu pour les victimes. C'est donc, le moment en fait de la commémoration qu'on a faite au monument aux morts à Choisy-au-Bac. Oui. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie. Bien, beaucoup de choses restent certainement cachées et n'ont pas pu être relevées. En avril 2018, une grande commémoration a finalement eu lieu pour les victimes du décret NN, Maurice et Jacques, à Choisy-au-Bac. Cela n'a pas pu guérir les événements du passé, mais cela peut contribuer à ne pas les oublier et peut-être surtout à en tirer des leçons pour l'avenir. Qu'est-ce que tu penses ? Mais je pense qu'au contraire, je pense que ça peut guérir pour nous ce qui s'est passé. Alors cette commémoration, c'est plein de symboles. Faut savoir que j'ai fait ces recherches, ça a duré quasiment 3 ans de recherche dans les archives internationales, que ce soit la France, l'Allemagne, la Russie, la Belgique, l'Angleterre, enfin voilà tout ce que... Et à un moment, on arrive à trouver cette trace, ce chemin, et la famille est au courant, ma famille, des recherches que je fais. Et le maire du village me dit, à un moment, je lui parle de tout ça, et il me dit, Olivier... Jacques, il n'est pas sur le monument aux morts de Choisy-au-Bac. Je lui dis non. Il me dit mais pourquoi ? Je lui dis parce que je pense qu'Emilia n'a jamais pu se résoudre à faire inscrire le nom de Jacques, puisqu'elle n'a jamais fait son deuil. Et là, je cite cette anecdote terrible qu'on a vécue. Imaginez que cette dame, Emilia, cette femme que j'aime beaucoup, que j'aimais énormément, on va chez elle un dimanche, elle nous attend, comme tous les dimanches, avec la tarte aux pommes, le thé. On s'assoit, on commence à manger, elle nous regarde et elle nous dit « Ah, on a frappé à la porte de la maison cette semaine. J'ai cru que c'était Jacques qui rentrait. » Waouh ! Elle a
89 ans. Donc vous imaginez, la guerre est terminée depuis très longtemps et nous on est bouleversés parce que elle pense encore que Jacques va rentrer, quoi. Enfin, c'est assez fou. Et donc, quand on arrive au bout de ces recherches, que je dis, bah non, tu vois, Emilia, au maire du village, je lui dis, elle n'a pas pu se résoudre parce qu'elle pensait qu'il allait encore rentrer. Aujourd'hui, on sait que Jacques va plus rentrer, on sait son histoire, on sait ce qui lui est arrivé. Et le maire me dit, pourquoi on ne ferait pas graver le nom de Jacques au monument aux morts ? Je lui dis effectivement, symboliquement ça serait beau, mais il faut que je demande à la famille et les proches, donc c'est maman, c'est ses frères et sœurs, c'est les cousines. J'ai fait le tour de la famille, j'ai posé la question et unanimement tout le monde m'a dit oui. Il est temps de faire inscrire Jacques. Et symboliquement, c'est pour ça qu'on commence là l'extrait qu'on voit, on grave le nom. Donc j'ai voulu mettre ces petits coups de marteau qu'on grave, on l'écrit, c'est une trace, on la grave pour l'éternité. Oui. Elle est gravée, ça y est, on la met. Et je pense que c'est d'ailleurs le seul monument aux morts en France où c'est marqué NN sur le monument aux morts. C'est-à-dire que Maurice était déjà inscrit sur le monument aux morts, puisque le corps de Maurice a été retrouvé après-guerre, rendu à la famille. Maurice est mort à Butzbach, dans une prison à Butzbach, en 1945. Ce jeune homme, malheureusement, est mort 3 jours avant la libération de la prison. Donc son nom était inscrit au monument aux morts, et on a fait rajouter aussi à Maurice NN, voilà, sur cette stèle, voilà. Et aujourd'hui, enfin chaque année, à chaque commémoration, le nom des personnes au monument mort est lu, et donc le nom de Jacques est lu, et donc a systématiquement sorti de l'oubli dans lequel on voulait le mettre. Donc c'était une cérémonie qui était forte en symboles, forte en émotions, puisque était présent sur la place la famille, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les générations qui étaient présentes. Chaque génération a pris la parole à ce moment-là, les élus étaient présents, ils ont pris la parole, et puis il y avait aussi les amis allemands qui étaient là, il y avait les amis polonais qui étaient là, et on s'est tous réunis ce jour-là vraiment pour marquer cette trace et dire ces traces qui restent, elles sont là. Voilà, c'est important. Et dans ce film, il y a aussi un petit clin d'œil, c'est que le premier extrait que vous avez mis du film, c'est le banc qu'on voit vide dans la forêt, qui est le symbole de l'absence, avec un texte de Philippe Solers qui parle des disparitions. Et la voix qui dit le texte de Philippe Solers, c'est la voix de Marina Vladi. Marina Vladi, c'est elle qui m'a dit « Olivier, tu devrais faire un film de ça ». Et je voulais que ça soit Marina qui mette la voix, parce que je voulais que le film, ça soit la voix d'une dame âgée, qui aurait pu être celle d'Emilia. Et le film se termine par une chanson qui s'appelle « C'est beau la vie », parce que c'est la chanson de l'espoir, et elle se termine avec une voix jeune, d'une femme jeune, parce que c'est l'espoir, c'est nous aujourd'hui. Voilà, donc le film est chargé de symboles comme ça, dedans qu'on ne voit pas toujours, comme si vous regardez bien le film, on va chercher constamment le soleil. C'est-à-dire que les premières images, d'ailleurs, vous voyez sur les photos, il y a les rayons du soleil qui passent. On va chercher le flair du soleil constamment. Pourquoi ? Parce qu'on sort les gens de la nuit et du brouillard. On les remet en lumière. Voilà. Et donc le film est chargé de symboles, comme ça. Et jusque les dernières images, voilà, où on s'élève vers le ciel. Voilà, ça y est. On a enfin... On a fini cette histoire, on l'a bouclée, même si je continue toujours des recherches, mais voilà, c'est ce que donne cette symbolique de cette cérémonie qu'on a faite. Je pense qu'il faut regarder le film plusieurs fois pour voir beaucoup des symboles que tu as expliqués à ce moment-là, la fin, et en introduction. Oui, et quand tu racontes de ce film et des recherches, on comprend que c'est une documentaire du cœur pour toi. Tout à fait. Oui. C'est un hommage, vous l'avez compris, à Emilia. Voilà, qui est puissant quand même. Voilà. Et c'est une façon de rendre hommage aussi à tous les NN.
On estime, alors c'est difficile, puisque comme c'était secret, on ne sait pas, mais on estime qu'il y a eu 8000 Français donc déportés NN. Il y a eu encore plus de luxembourgeois déportés NN. Oui. Il y a eu des Belges aussi, il y a eu quelques nationalités, je crois qu'il y a eu quelques Norvégiens, etc., qui ont été déportés sous ce statut. Et surtout, il y a des confusions autour du statut NN, puisque c'est dit dans un extrait du film, à un moment donné, Hitler décide de mettre fin au décret NN. Et pour autant, on va continuer à déporter des gens sous le statut NN, parce que les SS, en fait, sont friands de cette terminologie, nuit et brouillard, Nacht und Nebel, ça fait peur. Oui. Et donc les SS vont continuer à déporter des gens en parlant de NN, de nuit et brouillard. Mais on n'est plus sous le statut NN. Donc il y a des confusions. Et en France, il y a eu une grande confusion, non, mais qui a marqué les gens, c'est qu'Alain Resnais, un grand réalisateur français, a fait un film important qui s'appelle Nuit et brouillard, Nacht und Nebel. Il a repris la terminologie, mais il ne parle pas des NN. Donc, souvent, quand on parle des NN, les gens l'assimilent au film d'Alain Resnais, mais Alain Resnais parle de la déportation en général, il ne parle pas du statut des NN. Donc, du coup, tout ça n'aide pas à comprendre qui étaient ces gens. Et encore aujourd'hui en France, et je le regrette, c'est qu'il y a eu des grands résistants français, dont une grande dame rentrait au Panthéon, qui étaient NN, mais on ne dit pas qu'ils étaient NN. C'est dommage, je trouve qu'on devrait le dire un peu plus. En Allemagne, le nom NN, Nacht und Nebel, n'est pas très connu. C'est aussi une chose dans le brouillard. C'est très caché. Oui. Caché. Oui. Alors, Olivier, j'ai une autre question qui m'intéresse. Quelles ont été les réactions à la présentation de ton documentaire ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réaction. Déjà, le premier niveau de réaction, c'est le niveau familial. Au départ, quand je commence à parler de l'idée de faire un film autour de l'histoire de Jacques, c'est maman qui me dit « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» Et parce que c'est douloureux. Elle a vu sa mère, elle a vu sa grand-mère faire des prières pour Jacques et que c'était douloureux, etc. Finalement, c'est je remets quelque chose sur la table de douloureux. Pourquoi je le remets encore en plus ? Et finalement, donc, j'arrive à toutes ces recherches, on fait la cérémonie, donc la famille commence à voir qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre, qui est en train de s'élever. Mais arrive pour moi une angoisse quand même, qui est celle de faire découvrir le film. Le résultat. Le film doit être coproduit par la télé française, par France Télévisions, et donc doit être diffusé en janvier 2019 à la télé. Et j'ai pas du tout envie que mes parents découvrent, et ma famille découvre le film à la télé. Je veux pas. Je veux qu'ils découvrent le film avant. Voilà, je veux leur montrer avant. Je leur dois ça, à la famille. Et donc là, j'ai la chance, c'est qu'une exploitante de la salle de cinéma que je connais bien, Laurence, qui me prête une salle un dimanche matin pour faire venir la famille et des amis, quelques amis, pour découvrir le film ensemble. Et là, c'est un grand moment d'émotion. Donc, qu'on vit tous. Ou moi-même, c'est-à-dire que moi-même, je m'autorise pour la première fois à regarder le film comme un spectateur. Et plus comme un réalisateur, pour vivre ce film avec la famille. Et là, tout de suite, la famille me dit « Ça y est, on a compris. On a compris plein de choses sur l'histoire d'Emilia, on a compris pourquoi elle était comme ça, on a compris pourquoi elle réagissait comme ça, on a compris. » Et là, grand moment d'émotion de la famille. Et donc après arrive le moment de... Alors on fait une avant-première, avant la projection télé, où vous étiez présent. Oui. Voilà, on avait d'ailleurs un bel article dans le journal local, des Merschkai. Et pour moi, c'était un grand honneur de vous voir arriver. J'étais surpris, en fait, je m'y attendais pas à vous voir le jour de l'avant-première, me dire waouh, vous faites l'aller-retour jusque Compiègne pour venir, c'était absolument génial. Donc, on fait découvrir dans cette salle qui est pleine. L'accueil, déjà, je sens que l'accueil est formidable. Et depuis janvier 2019, où il est passé à la télé, le film est très souvent... alors, il a été diffusé à peu près 6 fois, à la fois entre la télé, un peu plus, entre la télé française et la télé belge. Et il est souvent montré dans les écoles. Donc là, les jeunes, souvent, la public cible, c'est pour nous en France, c'est public de 3e, ce qui vous doit être la 10e.
je pense, quelque chose à peu près. Les enfants de 15 ans, voilà, 14-15 ans. 10e. Oui. Et les jeunes peuvent s'identifier à cette histoire. Donc, parce que Jacques, même âge, 15 ans, beaucoup de questions des jeunes sur ce qu'était la guerre, comment vivaient les jeunes pendant la guerre, et un accueil, beaucoup d'émotions, et toujours la même remarque à chaque fois, c'est on ne connaissait pas. On ne savait pas ce que c'était les NN. On ne connaissait pas les NN. Et constamment, tous les gens me disent ça, on ne connaissait pas l'histoire des NN. Donc c'est bien, ça a permis de la faire connaître. Et puis il y a eu un autre effet, c'est que beaucoup de gens sont venus me voir après les projections en me disant, dans notre famille aussi, nous on a eu un disparu pendant la guerre. Est-ce que vous pensez qu'il a pu disparaître sous le statut des NN parce qu'on n'a pas eu de nouvelles? Et j'ai aiguillé des gens vers les archives françaises où ils ont pu aller chercher, effectivement, et certains ont découvert qu'il y avait des NN aussi dans leur famille. Voilà. C'est des petites pierres, des petites contributions voilà, aux histoires des uns et des autres. Pour nous, c'était aussi un grand moment à regarder le film avec beaucoup de gens, et je pense que nous étions les seuls Allemands qui étaient là, Eberhard, Stéphane et moi. Et après, nous avons parlé avec plusieurs des gens, et ils étaient, comment je dire, heureux que les Allemands étaient là pour regarder ton film. Mais c'était pour nous une grande chose. Oui. Et vraisemblablement, le moment le plus émouvant pour ma famille, et notamment je pense à maman, c'est quand on a fait la cérémonie au Monument aux Morts, et qu'il y avait Eberhard, Heidi qui était là, et Beate Welter, le docteur Beate Welter, qui était l'ancienne directrice du mémorial d'Inzert. Ils étaient présents, ils sont allés à la maison prendre le café avec papa, maman, et ils ont fait une demande à papa, maman, disant: est-ce que vous nous permettez d'aller nous recueillir sur la tombe d'Emilia? Et ça a touché énormément maman, ce moment de recueillement, de déposer une fleur sur la tombe d'Emilia. Et c'était de dire que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a réussi à soigner ensemble cette histoire douloureuse, et qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a, vous voyez, on passe à autre chose, mais de la bonne façon, d'une façon positive, pas comme on a fait après-guerre en cachant les choses. Non, là, ensemble, on a pu voilà, travailler sur le passé, regarder notre passé commun, voilà, avec ses douleurs, ses traumatismes, le soigner ensemble de la plus belle des manières. Et ce que je dis à beaucoup de monde, et notamment dans les écoles, je dis: vous savez, je suis très heureux parce que finalement l'histoire dramatique de Jacques m'a permis d'avoir des nouveaux amis, vous. Voilà, aussi, oui. Voilà. D'avoir des amis en Pologne, des gens que j'aurais jamais rencontrés par ailleurs, et je trouve ça formidable. Et hier, je disais aux jeunes élèves, parce que hier je suis allé à Prüm, dans le lycée, le montrer à des jeunes, et je leur disais, vous voyez, pour moi aussi quelque part, c'est une espèce de pied de nez. Alors, je ne sais pas si vous comprenez l'expression pied de nez. Voilà, dire finalement en Asie, bah, vous voyez, vous n'avez pas du tout réussi, même au contraire, votre décret NN a fait que finalement, on est amis aujourd'hui, donc vous voyez, tant pis pour vous, vous avez raté votre coup. Voilà, donc je trouve que voilà, ça nous permet ça, ce film, et et moi, il y a beaucoup d'émotions quand je regarde le film. Je n'arrive pas à ne pas être ému. Alors, imaginez, je suis le réalisateur du film, c'est quand même moi qui m'y en image, mais je n'arrive pas à ne pas être ému, et notamment sur la séquence de fin, quand Emilia va se recueillir en 78, donc au cimetière d'Inzert, parce que je sais que c'était très douloureux pour elle au moment où elle a été déposée une gerbe de fleurs sur une tombe inconnue. Elle savait au fond d'elle que Jacques n'était pas là, mais le symbole était fort, puisque imaginez que cette invitation par l'amicale franco-allemande qui a été faite ce jour-là en 1978, on était en avril 1978, le 13 avril précisément, ça marque la fin de ses recherches. C'est-à-dire qu'elle a cherché son fils pendant 36 ans, et à partir de ce moment-là, et elle l'a dit au maire Schmitt, le maire de l'époque d'Emerskei, elle l'a remercié en lui disant:
merci, car enfin aujourd'hui vous me permettez de trouver la paix. Et ça, c'était fort, c'était beau pour elle. Donc elle a arrêté ses recherches, même si elle attendait encore qu'il rentre. Voilà, ça lui a permis de passer aussi, elle, à un moment donné, à autre chose. Parce qu'inlassablement, elle cherchait, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, cette histoire, finalement, il y a toutes ces petites boucles, toutes ces petites choses qui font que le résultat aujourd'hui, il n'est pas encore abouti pour moi. Il y a d'autres choses encore qui doivent se faire. Je ne sais pas, peut-être que c'est dans les questions d'après. Parce que je n'ai pas fini mes recherches. Tiens. Je sais pas, est-ce que c'est une question d'après ou ouais, voilà. Donc, j'anticipe pas trop alors. Oui, tu as raconté cet après-midi que tu avais une projection du film dans une école à Prüm. Et tu étais très heureux ou très... pour les réactions des jeunes, des élèves. Tu peux un peu parler? Ouais, c'était super parce que donc, ça date d'hier, hier matin. Il y avait 46 élèves donc de 10e chez vous qui étaient présents. Et on a, pendant 1h30, ils avaient vu le film avant, avec le proviseur, avec les professeurs. Et ils avaient préparé plein de questions. Et ça n'a pas arrêté, les questions. Il y a eu plein de questions, si bien que je pense qu'on aurait pu continuer au-delà d'1h30, parce qu'il y avait encore des questions, ils levaient encore la main pour me poser des questions. Et les questions étaient incroyables. Il y a des questions que j'ai habituellement chez des jeunes collégiens français ou lycéens français, mais il y a des questions que je n'avais jamais eues au préalable. Il y avait des questions à la fois qui touchaient à l'ordre de l'histoire même des NN, des questions qui touchaient à l'ordre des émotions, donc ce qu'on ressentait, ce que eux-mêmes ressentaient, ce que moi je ressentais, et il y avait des questions qui touchaient à l'ordre aussi du politique. Et ça, j'avais jamais eu des questions politiques de la part des jeunes, et je sentais que c'était des convictions fortes et vraiment des questions fortes qu'ils avaient envie de poser. Et par rapport à leur trouble actuel qui est lié à l'actualité, notamment 2 actualités qu'ils ont mis en parallèle, qui étaient celles de l'actualité de la guerre, donc qui se passe actuellement en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi de la guerre qui est entre Israël et la Palestine. Donc une vraie préoccupation chez ces jeunes. Et la deuxième préoccupation qui m'était posée vraiment politique était celle de la montée des extrêmes droites, notamment en France, où les jeunes me demandaient que se passe-t-il en France actuellement sur la montée de l'extrême droite et quelle crainte avez-vous? Est-ce que vous avez peur que des choses qu'on vient de voir et qu'on a vues dans votre film puissent un jour se reproduire? Et cette question venant de jeunes de 15 ans, j'ai trouvé que c'était super parce que c'est un éveil politique et c'est salutaire et c'est très bien qu'on ait ces questions. Et du coup, ça m'a permis de parler plein de choses et de parler aussi d'Europe. Voilà, de rappeler qu'il y avait des élections très prochainement européennes et qu'il ne fallait pas les oublier et que l'Europe, moi je suis un enfant qui est grandi dans l'Europe, voilà, parce que l'Europe c'est l'après-guerre et je pense que nos aïeux ont bien réagi après-guerre. Toutes les réactions n'ont pas forcément été les bonnes, mais au moins il y a eu quelques réactions qui étaient les bonnes, qui étaient celles de cette construction européenne qui nous permettait enfin de dire, de ne pas faire les erreurs qu'on avait faites après la Première Guerre mondiale, qui était de dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pensons à vivre ensemble, construisons finalement aujourd'hui un système où on peut être en sécurité, on peut être en paix. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est réussi. Voilà, donc je trouve que l'Europe c'est quelque chose de moi où je me sens bien, je suis à l'aise, voilà, et je les remercie pour ça parce que c'est formidable et qu'il ne faut pas qu'on le perde. Voilà, et donc c'était dans les réactions des jeunes, c'était des discussions qu'on a eues. Oui, nous avons parlé aussi de l'Europe et l'avenir de nos deux. De l'Allemagne et de la France. Et nous sommes des 2 grandes nations modernes en Europe. Mais tu as dit, nous vivons à nouveau de temps agité, marqué par la guerre et les confrontations. À partir de l'histoire de nos 2 nations, nous avons pourtant, espérons-le, appris que la guerre ne peut pas être une solution. L'idée de l'Europe peut-elle nous donner espoir que nous apprenons ensemble du passé et que nous construisons une coexistence pacifique?
Comment vois-tu cela? J'espère que, ce que je disais, j'espère déjà que ça va perdurer et que les prochaines élections ne vont pas troubler les équilibres qu'on a commencé à trouver et qu'on a mis du temps à trouver. Il y a des symboles forts, je pense à l'instant, pour éviter de redire ce que je viens de dire précédemment. J'ai interviewé une dame de 95 ans qui a vécu des choses terribles pendant la guerre, une Française, qui a vu ses parents arrêtés et déportés par les gens qu'on appelait la Gestapo française, c'est-à-dire des collaborateurs. Elle les a vus arrêter ses parents, torturer ses parents, et on discutait ensemble, et à un moment, je lui ai posé la question, qui était une question qui me touchait directement, qui était une évocation de l'histoire d'Emilia. C'est-à-dire qu'Emilia, donc ma grand-mère, quand j'étais enfant, c'était une femme pieuse, religieuse, très bonne, vraiment elle aidait tout le monde, elle était gentille avec tout le monde. Et elle me disait, j'étais enfant, je ne comprenais pas, Olivier, je ne peux pas pardonner. Et je ne comprenais pas, venant d'une femme qui avait une telle foi, la notion de non-pardon. Et je l'ai compris en fait en faisant ce film. J'ai compris le distinguo et j'ai compris, et notamment, je reviens sur cette cérémonie du 13 avril 1978 à Inzert, c'est que ce jour-là, elle n'a pas pardonné, elle s'est réconciliée. Voilà. Et c'était un moment fort. Et quand j'interviewe cette dame de 95 ans, française, qui a vécu l'arrestation de ses parents par la Gestapo française, je lui pose cette question. Elle s'appelle Sylviane, et je lui dis, Sylviane, est-ce que vous avez pardonné? Et elle m'a fait la même réponse qu'Emilia, non, je n'ai pas pardonné. Par contre, je me suis réconcilié. Et j'en viens au symbole fort par rapport à l'Europe. Et elle me dit, vous savez à quel moment c'est arrivé, cette réconciliation? Je me suis dit, allez, il est temps aussi pour moi de me réconcilier. C'est le symbole de De Gaulle et d'Adenauer, voilà, fort, qui est arrivé en 63, si je ne me trompe pas. Elle dit, quand je les ai vus tous les deux, je me suis dit qu'il était enfin temps pour moi aussi de me réconcilier. Et elle dit, vous savez quelle était ma première réaction? Elle dit qu'elle était mal vue par la famille. Elle dit, c'est que ma fille était au collège et qu'il y avait les premiers échanges entre les Français et les Allemands, donc au niveau scolaire. Et elle m'a dit, on a accueilli une jeune Allemande à la maison. Elle dit, et toute la famille m'a dit, mais tu n'as pas honte avec ce qu'ils ont fait à tes parents? Et elle dit, mais non. Vous voyez, on était encore donc, quasiment 20 ans après la guerre, hein. Et elle dit, il y avait encore ces pensées-là. Et voilà, donc, et pour moi, la construction et les symboles de l'Europe, c'est aussi François Mitterrand et Helmut Kohl, voilà, qui se tiennent la main. C'est Angela Merkel qui est venue aussi, voilà, et, dans les symboles main dans la main avec le président de la République française. C'est tous ces symboles forts qu'il faut continuer. Et les symboles de l'Europe, de nos drapeaux qui sont ensemble à Strasbourg ou à Bruxelles, voilà, et qu'on continue. Oui. Tiens, Olivier. C'est un commentaire merveilleux sur ton film et cela résume, je pense, parfaitement le résultat de ton travail. Mais regardons vers le présent et l'avenir. Quel est ton projet en cours et quel projet pouvons-nous encore attendre de toi à l'avenir? Alors, deux niveaux. Il y a cette race qui reste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas fini pour moi. C'est-à-dire qu'après le film, j'ai eu le droit d'accéder à des archives qui étaient classées secrets, encore, voilà, et j'ai découvert que dans les années 1960, les missions françaises de recherche, ceux qui allaient rechercher les corps des disparus, alors qu'ils avaient été expulsés en 1949 de la Pologne par les soviétiques, ils étaient retournés dans les années 60. Et ça, c'était totalement inédit, je ne savais pas. Donc je l'ai découvert. Et en 1960, ils sont retournés dans ce petit village de Lewin Brzeski, qui était Lowen. Et à l'endroit où un ancien du village, un Ukrainien de 95 ans, m'avait dit, là, ici, à cet endroit, alors qu'il n'y avait plus rien, il y avait un cimetière avec des Français. Il me dit, je vous l'assure. Je dis, ok. À l'endroit précis où il avait dit, effectivement, les missions de recherche françaises a trouvé 3 corps de Français.
en 1960. 2 ont été identifiés, 1 n'a pas été identifié. Donc j'ai cherché les dossiers d'exhumation faits par les missions françaises. Donc le rapport d'exhumation, ça veut dire qu'on déterre un corps et on identifie les objets qu'on trouve, la taille, etc. Donc c'est un peu morbide, c'est un peu sordide, mais en tant que dans mon métier, j'ai eu l'habitude d'en lire. Et à ce jour, j'ai toujours pas trouvé où sont ces dossiers, puisqu'ils ont été perdus. On ne sait pas où on les a mis. Donc voilà, je continue de les chercher. Et si je trouve ces rapports d'exhumation, un jour, s'il y a des points de concordance entre ce corps retrouvé en 1960 dans ce cimetière de Lewin Brzezki et Jacques, puisque Jacques, il avait des caractéristiques particulières parce qu'il avait perdu un œil à l'âge de 10 ans, donc il avait un œil de verre. Je connais sa taille, je vois à peu près les vêtements qu'avaient les déportés NN à ce moment-là. S'il y avait ces points de concordance, je sais où est le corps. Il est au nord de la Pologne, à Dansk, au cimetière militaire de Dansk. Je connais le numéro de la tombe. Je demanderai une exhumation et on fera une analyse ADN. Si c'est lui, je ramène auprès de sa mère. Voilà, c'est ce qu'elle cherchait, ce qu'elle voulait. Voilà, ça serait l'aboutissement ultime, ça pour ces traces qui restent. Après, sur les autres projets de films, depuis, il y en a eu quelques-uns, puisque à ce jour, j'en ai réalisé 6, à la fois des films de fiction et des films documentaires. Actuellement, je suis en période de distribution d'un nouveau film documentaire qui est encore un film historique aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je ne vais pas faire que des films historiques sur la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, c'est l'actualité du moment. Mais en dehors de ça, actuellement, je travaille sur une série historique aussi, mais je travaille aussi sur des écritures de scénarios et de longs métrages, notamment des romances, donc des histoires d'amour, mais aussi des comédies. Voilà, il y a plusieurs projets, puisque je suis pas historien, puis je fais pas que des films historiques documentaires. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, une grande actualité, et j'espère pouvoir aboutir notamment des films un peu différents de là ce qu'on a vu, parce que c'est pas très rigolo quand même, on rit pas, et de pouvoir présenter des choses un peu plus divertissantes, on va dire. Nous espérons que l'un ou l'autre film est à voir en Allemagne, aux télévisions, ou peut-être à l'Arte. Nous regardons beaucoup d'Arte. Ça serait grand plaisir. On veut voir, on veut voir. Alors, Olivier, merci beaucoup d'avoir pu avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Pour nous deux, Maria et moi, il était très important de faire cette émission avec toi, car c'est aussi une question de cœur pour nous, de pouvoir contribuer, même si ce n'est peut-être que de quelques centimètres, à une Europe commune et pacifique. Nous te remercions chaleureusement de nous avoir permis de mener cette interview avec toi. Un grand merci. Merci à vous deux, Maria et Stéphane, déjà d'avoir fait l'interview en français. Oui, bon courage maintenant pour sous-titrer parce que je suis bavard en allemand. Mais aussi merci de cette invitation à parler du film maintenant. Et aussi merci de votre amitié parce que vous avez été finalement des éléments déclencheurs à un moment donné de cette réalisation. Oui. Voilà. Et je pense que je reviens à ce jour où on s'est rencontrés au mémorial d'Inzert a été finalement ce qui m'a propulsé en me disant vas-y Olivier, tu peux y aller. Ok, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sie hören Nationalpark Radio, das Original aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald.